Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être là. Merci de nous prêter une petite partie de votre journée pour apprendre puis vous développer comme leader RH. Aujourd'hui, je dis une petite partie de journée, mais je pense que c'est un de nos plus longs épisodes. Mais restez là, je vous en promets, il y a beaucoup de valeur à l'intérieur de la conversation que j'ai eue avec Ariane Desrosiers, qui est directrice culture, directrice RH pour Valsoft, mais qui a fait un parcours très intéressant dans le commerce de détail, mais aussi dans les technologies. C'est vraiment intéressant parce qu'elle a travaillé dans une organisation Connect & Go. Le président Dominique est très public dans les affaires, dans les réseaux sociaux aussi. Donc, quel impact que ça a sur son travail de RH, mais aussi comment ça l'a amené avec quelqu'un d'aussi créatif à elle-même développer son côté créatif puis à mettre en place des programmes super intéressants. On a parlé, entre autres, du 4 jours semaine, mais comment ça amène la discussion sur la culture de la performance. Donc, on ne fait pas du 4 jours semaine du jour au lendemain si on n'est pas prêt à avoir la discussion sur la performance. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, la performance à l'intérieur d'une organisation? Comment on développe nos gens? Comment la vulnérabilité peut être un puissant levier à l'intérieur d'une organisation? On parle aussi, pour clore, sur la valeur d'entreprise parce que ça fait partie du cycle de vie normal d'une organisation, soit de faire des acquisitions, d'être vendu, d'intégrer. Et là, dans son travail le plus récent dans une firme d'équité qui font justement des acquisitions de sociétés technologiques, elle nous parle un peu avec son œil maintenant qu'elle est de l'autre côté de la table puis qu'elle doit analyser des transactions. Qu'est-ce qui crée de la valeur à l'intérieur des organisations? Donc, c'est un puissant levier, encore une fois, pour vous, RH, comment vous asseoir et discuter avec votre propriétaire, votre actionnaire et faire valoir comment vous pouvez être encore plus stratégique en créant de la valeur pour l'organisation. Vraiment une super conversation. Même si c'est un peu plus long, il y a beaucoup de jus à l'intérieur de ça. On finissait plus, il va falloir qu'il y ait une prise 2. Donc, bonne écoute. Merci d'être là. N'oubliez pas de partager, de commenter, de faire connaître notre podcast à une plus grande communauté de leaders. Bonjour Ariane. Bonjour, Michel. Merci d'avoir fait la route et d'être venu à Québec sur la Rive-Sud pour nous rencontrer. Ben, merci de me recevoir. On a échangé quand même pour s'aligner, mais vraiment contente d'y arriver au point. Yes. Donc, directrice RH chez Valsoft. Oui. Donc, on va y arriver à comprendre c'est quoi. Donc, quel type d'organisation. Tu as un parcours super intéressant. Mais si je recule de quelques années, ton premier parcours, ton premier intérêt pour les RH, t'es tombé dans la marmite comment? Oui. Donc, je m'en alignais en psychologie au début. Donc, baccalauréat, rapidement su que c'était peut-être pas le créneau parfait. Environnement très compétitif aussi au niveau des études. Doctorat, très axé sur la recherche. Donc, tu sais, c'était comme un peu un mix de dire, c'est-tu vraiment là-dedans que je veux aller? Je veux-tu poursuivre mon bac là-dedans? Comment je me réorganise dans tout ça? Parce que c'était pas juste un bac, fallait-tu te rendre bac, maîtrise, doctorat. C'est comme ça ou rien, là, on s'entend. Puis, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à ma 3e année d'études, je suis rentrée dans un laboratoire parce qu'ils font faire, en fait, plein de projets pour justement avoir des crédits supplémentaires pour pouvoir te faire accepter par un stage au niveau de la maîtrise. En tout cas, c'est comme ça que ça t'ouvre des portes. Et je suis allée en psychométrie. Donc, ça a été vraiment une porte d'ouverture super intéressante pour moi, d'aller voir un peu explorer tous les tests organisationnels qu'on fait, comment ça s'inscrit le leadership, tous les tests de personnalité. Donc, comprendre vraiment l'humain sur une échelle un petit peu plus, on va dire, métrique, data-driven. Et en fait, après, ça m'a permis à dire, il y a quelque chose dans la psychologie organisationnelle qui m'intéresse. Donc, j'ai fini mon bac. Je me suis alignée pour la prochaine étape de ma vie aux études. Puis je regardais, en fait, pour regarder à Waterloo. Waterloo étant l'école qui a le programme le plus réputé en psychologie organisationnelle. Donc, je pense que... Tu voulais
Tu voulais continuer. C'est ça. Puis à l'époque aussi, tu sais, 2013, là, il n'y avait pas beaucoup d'emplois non plus. Le marché était très différent. Donc, par la suite, c'était comme un peu une espèce de, bon, est-ce que je m'en vais à Waterloo? Qu'est-ce que je fais avec ça? Waterloo, c'est pas la ville la plus excitante. Je venais de rencontrer mon copain. Donc, il y avait plein de choses qui se passaient. Et finalement, il y a comme quelqu'un qui me dit, va voir qu'est-ce qui se passe à l'Université de Montréal en relations industrielles. Donc, je me suis inscrite, j'ai été acceptée. Et ce que je trouvais intéressant de la maîtrise en relations industrielles, c'est qu'il y avait une propédeutique, qui est comme 5 crédits. C'est une session, puis c'est une espèce de rattrapage de qu'est-ce que j'aurais fait au baccalauréat. Donc, comme une mise à niveau, si on veut. Et je me suis dit, bon, c'est une session, si j'aime pas ça, regarde, je ferai autre chose. Puis j'ai vraiment aimé ça. T'as pas un piqûre. Oui. Fait qu'on a des cours de RH, on a des cours de négociation, de convention collective. Il y avait beaucoup de relations tripartites là, avec le syndicat, l'employeur, l'employé. Fait que j'ai décidé de poursuivre la maîtrise là-dedans. Beaucoup de plaisir aussi à rencontrer des gens qui venaient de différents milieux. Je pense que la maîtrise, beaucoup de projets, beaucoup de sujets. Tu as des gens qui finissent leur bac, s'en vont travailler, reviennent dans la maîtrise après. Il y avait très peu d'étudiants qui passaient du bac à la maîtrise directe, mais les projets étaient très orientés vers l'organisation. Donc, par exemple, on avait un projet de applique tel programme dans ton entreprise. Et ça, c'était différent pour les gens qui n'avaient pas vraiment eu d'expérience dans le marché du travail, mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre tellement aussi sur qu'est-ce qui se passait. À l'intérieur du stage, il y avait aussi, à l'intérieur de la maîtrise, il y avait aussi un stage qui était associé avec un rapport de thèse. Et je savais faire un stage en prévention des infections dans le milieu de la santé. Juste aller l'étudier, c'était très santé-sécurité. Oui, c'est ça. C'est très différent. Puis c'est encore plus loin de la psycho. Plus loin de la psycho, mais beaucoup d'éléments qui se rapprochaient en même temps. Tu sais, le côté analytique de la prévention au niveau des infections qui se rattachait aussi à tous les programmes de santé-sécurité pour les employeurs. Donc, il y avait un fil conducteur quand même dans du côté analytique qui s'est passé là. Puis finalement, j'ai fini la maîtrise et je me suis dit, bon, je vais me lancer sur le marché du travail. Et comme beaucoup de gens RH, les premières portes, c'est en recrutement. OK. Tu as commencé le recrutement. Côté agence, il y en a beaucoup qui font ça. Oui. Donc, j'ai sauté dans une agence. Ça s'appelait Métier Plus. C'était vraiment, on embauchait des soudeurs, des techniciens HVAC. Donc, j'ai appris beaucoup de choses sur le monde technique. Mais en même temps, ce que j'aimais beaucoup de cette entreprise-là, c'est qu'il apportait le recruteur dans l'entreprise. Donc, on faisait une espèce de walkthrough sur le plancher avec, casse de sécurité, cap d'acier. Mais c'est un peu de comprendre, OK, quand tu recrutes quelque chose, le visuel est très clé. Surtout dans ces postes-là. Un soudeur d'une entreprise A, une entreprise B, ça peut être 2 types complètement différents. Oui, puis comment tu décris la culture de qu'est-ce que à quelqu'un que tu parles au téléphone une couple de minutes. Donc, ça a été très intéressant. Je n'ai pas resté là très longtemps. Ça a été quand même un petit saut. Puis finalement, j'ai atterri en acquisition de talent chez Loblaw. OK. Fait que l'acquisition de talent a été là, mais là, tu rentres dans une grosse organisation. Une énorme organisation. Ouais, donc, on était une compagnie d'à peu près, je pense, 20 personnes dans l'agence où j'étais, jusqu'à 200 000 employés à travers le Canada. 200 000? 200 000. Contre tous les magasins, Provigo, Maxi, Pharmaprix au Québec, mais énormément d'autres bannières à travers le Canada. Fait que là, c'est du recrutement massif, j'imagine? Je m'occupais en fait du Québec. On n'était que 2. Donc, tout ce qui était gestionnaire de magasins et bureau-chef. Donc, gestionnaire pouvait passer à un gérant de la boulangerie jusqu'à un professionnel technique au niveau du bureau-chef de Montréal. OK. Tu fais ça pendant combien de temps? Ça à peu près 1 an et demi. Finalement, il y avait un congé de maternité qui s'est apparu au niveau du bureau-chef. Et je me suis dit, je vais me lancer dans une nouvelle opportunité en tant que partenaire d'affaires RH pour Montréal. Mais dans une organisation que tu connaissais. Oui, c'est ça. Donc, c'est un petit tremplin, mais quand même gros saut parce que je n'avais jamais vraiment fait le rôle au lieu du recrutement, mais j'avais aussi établi des bonnes relations à l'intérieur avec tous les gens avec qui j'aurais fait du recrutement pour au niveau du bureau-chef. Ou des gens que tu avais recrutés devenaient maintenant tes clients internes.
Donc, ça a été... et drôlement, ça a été l'opportunité qui m'a vraiment plu parce que je me voyais pas nécessairement travailler dans les magasins avec les syndicats. Ça me parlait moins, cet aspect-là, au niveau des relations de travail, malgré le fait qu'à la maîtrise, j'ai vraiment aimé ça, l'aspect de négocier des conventions collectives. C'est ton aspect négociatrice. C'est ça, c'est mon argument. J'ai tout le temps des bons arguments. Ouais, donc voilà, fait que j'ai fait ça pendant 8 mois et après j'ai eu la chance d'avoir un poste permanent qui était basé en fait à Toronto, mais qui l'ont mis au bureau satellite à Montréal. Donc je passais vraiment de supporter une division au sein des magasins qui était prévention des pertes à travers tous les magasins du Canada. C'est un groupe client de 800 personnes à peu près. Okay. Donc, de passer à juste connaître tes petites lois au Québec puis être bien confortable, à regarder, OK, quand il se passe des cas à Winnipeg, ça ressemble à quoi? C'est quoi les différences? Comment qu'on procède? Parce que les gestionnaires t'appellent toi quand il y a des cas, puis ils t'appellent toi pour avoir des réponses. Exactement. Okay. Mais la belle chose chez Loblaw, c'est qu'on est entouré d'équipes spécialisées. Donc, tu avais quelqu'un au légal, quelqu'un aux relations de travail, tu avais quelqu'un aux assurances ou à la paie. Donc, tu étais vraiment bien supporté d'un point de vue RH au niveau de tout ce qui était un peu matière un petit peu plus spécialisée d'excellence, si on veut. Okay. Ouais. Puis, commerce de détail, c'était une première expérience en soi. Tu avais eu un peu de manufacturier l'agence, mais comment tu as trouvé ce milieu-là? J'ai beaucoup aimé le milieu. J'ai job étudiante, j'ai toujours travaillé dans le commerce du détail. Ma première job, j'étais chez Provigo comme caissière. Donc, il y avait comme des éléments là, qui me parlaient. Mais j'ai beaucoup aimé ça parce que ça bougeait relativement vite. Je pense que Loblaw, ça a été une excellente école de formation pour moi. Ils voulaient vraiment mettre de l'avant la culture. On passait à travers un programme qui s'appelait Meilleur moi, meilleur toi, meilleur nous. Et c'était vraiment de mettre un peu de l'avant sur le leadership de soi et le leadership des autres, puis comment que collectivement on bâtit une culture qui est meilleure pour tout le monde. Donc, il y a eu beaucoup de programmes très innovateurs comme ça qui m'ont aussi ouvert les yeux à dire ça, c'est vraiment cool. Ça, j'ai envie de reproduire ça d'une manière ou d'une autre versus d'être capable de juste prendre le programme du bureau chef puis l'appliquer à travers tes groupes clients. Je trouve ça fait, tu sais, meilleur moi. On parle souvent de leadership, on va en reparler tantôt, mais on parle souvent de leadership, c'est de travailler sur... On oublie le volet qu'il faut travailler sur soi-même, bien se connaître avant de travailler sur les autres. Oui, puis on pourrait en parler long et large. Hold on. on garde ça. Fait que là, tu m'avais dit aussi que tu avais fait un licenciement collectif. Ah oui. Donc, ça, c'était à 24 ans. Oui, ça, c'était à mon premier mois dans mon nouveau poste de partenaire d'affaires. On avait un licenciement collectif qui se passait. C'est quelque chose qui était assez courant dans les grandes organisations, à peu près tous les 2 ans. Là, on regarde pour faire un petit peu d'optimisation, si on veut. Fait que, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on m'a comme un peu dit, bon, ben voici le script, puis tu vas accompagner ces gestionnaires-là, puis on a à peu près 15 affaires aujourd'hui dans ton groupe client. Okay, tu passes de faire du recrutement puis d'être un peu la personne qui vend le rôle à dire, OK, là, je vais faire des c'est vrai, il y a comme un double... Dans ton rôle, il y a quelques mois, tu vendais des postes. Puis là, c'est comme, OK, bon, il y a des conversations sérieuses que je vais devoir faire, puis c'est vraiment stressant quand tu te sens pas préparé à ça. Mais en même temps, tu n'as pas le choix. Tu le fais. Ouais, on se prépare-tu vraiment, ça? On se prépare pas vraiment. Fait que, puis même aujourd'hui, je veux dire, c'est jamais une conversation qui est le fun à avoir, mais je m'en souviens que cette journée-là, ça a été comme, OK, je suis capable de faire ça, je suis capable de tout faire. C'était puis la nuit d'avant, on dort pas bien. On dort pas bien, puis on sait aussi que nos gestionnaires dorment pas bien. Fait qu'il y a beaucoup d'empathie aussi pour les gens qui ont travaillé avec ces gens-là pendant des années. Puis tu sais, Loblaw, c'est le genre de place où est-ce que tu avais des anciennetés de comme 40 ans facile. Ça, j'avais jamais vu ça. Quelqu'un qui travaille 40 ans à la même place. Fait que c'est très difficile de dire, bon, ben, c'est la personne qui porte cette identité envers leur travail, leur employeur, on met fin à ça. Donc ça a été un moment quand même puis des fois, on dit, tu sais, c'est pas toi, c'est la chaise, on en a, c'est le rôle qui n'existe plus. Mais ça reste une personne qui est assise sur la chaise, même si tu me tires la chaise en dessous, puis c'est pas moi. Et les gens le prennent directement pour eux. Je te dirais que c'est comme la première fois que je me rendais compte que tu as quasiment 3 types de
persona quand tu congédies quelqu'un. Tu as la personne qui va dire pas un mot. Silence complet. Juste, on l'absorbe. Il y a le choc complet qui arrive. Tu as la personne qui peut être complètement fâchée, puis là, veut vouloir creuser, mais pourquoi moi? Comment ça se fait? Y a-t-il une raison que je devrais savoir? Tu sais, la personne qui creuse un peu plus, qui pose 1 million de questions, puis l'autre personne qui va vraiment le prendre émotionnellement, tu sais, qui se parle des pleurs, etc. Puis je te dirais que c'est assez cohérent. Ouais. Puis ces 3 types-là, tu n'interviens pas de la même façon. Non. Mais tu en as un autre dans 20 minutes ou dans une demi-heure, tu vas faire une autre annonce. Ouais. Fait que tu as cette notion-là, surtout quand tu es dans une grosse organisation où tu annonces 15, 20 licenciements, ben tu deviens un petit peu robotique dans ton approche. Ouais, on pourra reparler peut-être aussi des autres congédiements dans d'autres types d'organisations, mais il y a comme un détachement qui se crée là, quand c'est à la chaîne. Là. Ouais. Puis pour toi, c'est ton 8e ou ton 10e de la journée, mais pour la personne, c'est peut-être la première fois qu'elle se fait mettre fin à son poste. Puis c'est là, puis c'est vrai qu'il y a une espèce de décalage entre ce qu'on vit puis la perception que les gens ont quand ça arrive. Vraiment. Puis ça nous arrache le cœur comme RH aussi, mais on fait ça. Non? Qu'est-ce qui a transitionné qui fait que là, tu quittes l'Obla, tu t'en vas chez Bestseller. Moi, quand j'ai lu ça, là, Bestseller, c'est... Place de livre. Ouais, c'est ça. Ouais, ben écoute, chez l'Obla, il m'avait offert de relocaliser à Toronto. OK, fait que le fameux poste qui était à Toronto, finalement, mais finalement... c'est comme on aimerait ça que ça soit au HQ. On est correct que tu sois à Montréal, mais... Puis, je pense qu'il tâtait vraiment le terrain. Et ça m'a juste un petit peu ouvert les yeux en disant comme quoi, ben le prochain move, si je reste là, puis je pense que du haut de mon... Je suis trop 25-26 ans, j'étais rendue, je voulais vraiment évoluer vite. Là. Je voulais grandir, je voulais faire beaucoup de choses. Et je me suis dit, bon, ben ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas ce prochain step-là pour moi à Montréal. Donc, OK. La réflexion, de dire si pour avoir un rôle, il faut que j'aille à Toronto, il n'y aura pas d'autre chose pour moi. Exact. Donc, Puis je voulais pas travailler en magasin. Donc, c'était vraiment le cœur de la business, les magasins aussi. Fait que j'ai commencé à chercher ailleurs. Dans les livres. Dans les livres. On va arrêter de mêler le monde. Fait que j'ai rejoint Bestseller. Fait que la petite histoire courte, c'est qu'après ma première job étudiante chez Provigo, j'étais travailler chez Dynamite. J'ai travaillé quasiment 7 ans chez Dynamite. Et j'ai commencé à travailler à la ronde aussi en parallèle. Puis Dynamite m'a permis de garder mon emploi quand la ronde était fermée. Fait que c'est pour ça que je suis restée là très longtemps. Fait que Dynamite étant dans le commerce du détail, mais dans le vêtement, je me suis dit, ben regarde, je viens de faire du commerce du détail dans l'épicerie, je veux faire le vêtement maintenant. J'ai toujours aimé ça, acheter des vêtements comme bien des filles. Fait que j'ai fait le saut quand j'ai eu l'opportunité que c'était un rôle de partenaire d'affaires chez Bestseller Canada. Donc, Bestseller Canada, c'est vraiment les marques de Jack & Jones, Vero Moda, Only. Il y a une division e-commerce, une division retail boutique pour Jack & Jones au Canada et tout ce qui était plus wholesale, donc vendre à d'autres distributeurs de magasins comme par exemple Simons. Okay. Et je trouvais ça intéressant que ça soit une boîte à l'international. Donc, eux sont partis du Danemark et j'ai rencontré le VPRH qui travaille là-bas et j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'était quelqu'un qui était très créatif et voulait faire les RH autrement. Okay. Et là, je me suis dit, moi, faire des RH pour faire des RH, tu sais, c'est comme, il me semble que t'appliques la sauce, puis ça va bien. Fait que là, j'étais vraiment interpellée par dire, bon, ben, comment, tu sais, ça pourrait avoir l'air de quoi de faire ça différemment. Qu'est-ce que tu veux dire par différemment? Oui, différemment, mais dire comment qu'on ajoute une grosse touche de l'expérience employée. Et je te dirais que c'était aussi au moment qu'on commençait à dire, ben, on veut plus appeler ça RH, on veut que ça soit talent et culture. Tu sais, il y avait un gros mouvement de dire, on va plus appeler nos ressources humaines des ressources humaines, on va les appeler d'une manière où est-ce qu'on va célébrer la culture puis optimiser le talent parce que c'est notre ressource première en organisation. Donc, c'était comme un peu en même temps de ce moule-là qui commençait à émerger. Et fait que j'ai rejoint l'équipe. Et moi, j'étais en fait la partenaire RH pour tout ce qui était la division wholesale, e-commerce et le bureau de Montréal.
Fait que t'avais pas les magasins. Pas les magasins. Mais il n'y avait pas de syndicat chez Bestseller, donc ça l'aide aussi grandement. Et vraiment, on a bâti une équipe. Donc, pour vraiment avoir une expérience candidat, pour pouvoir faire le pont vers l'expérience employée. Et on a fait beaucoup de choses qui étaient très, très intéressantes. J'avais aussi mon autre partenaire d'affaires dans mon équipe qui était d'un complet personnalité opposée du mien. OK. Les contraires s'attirent ou les contraires travaillent bien ensemble? S'attirent. La complémentarité, je pense, ça a été une belle apprentissage pour moi, là, surtout chez Bestseller. Donc, c'était quelqu'un qui était extrêmement sur l'axe jaune créatif, toujours plein d'idées. Et moi, j'étais très analytique puis dans l'action. Tu sais, je suis quelqu'un qui est très, très rewarded par la tâche. C'est moi, j'ai accompli ma to-do, là, mon Dieu, je suis sur un high. Puis, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois, même si on ne supportait pas le même groupe client, on a fait beaucoup de projets communs à l'intérieur du parapluie, si on veut, Bestseller Canada, sur le plan de leadership. Fait que la formation de leadership. On a déroulé, on a passé à travers des workshops, que ce soit design thinking ou juste des différentes façons de bâtir de l'interactivité dans un programme de formation. Là, la dernière chose que notre VP RH voulait qu'on fasse, c'est de présenter un PowerPoint. C'est comme, fallait que tu ressortes de là avec, j'ai joué à un jeu puis j'ai appris quelque chose et j'ai eu un aha moment à travers cette expérience-là. Donc, c'est tout ce qui est les fameux breakout rooms, comment qu'on bâtit aussi des connexions un peu par réseau. Donc, par exemple, si tu es pour rencontrer quelqu'un qui vit les mêmes choses, mais dans un autre magasin ou dans un autre département, comment cette personne-là peut devenir une personne de ressources à l'extérieur de juste l'équipe ressources humaines, par exemple, comme accompagnateur. Fait que lui, il émergeait énormément d'idées. Puis là, moi, j'étais comme... Quelqu'un qui a dit, je veux faire des RH différents. Tu sais, il y en a qui le disent, puis que tu lui présentes de quoi, puis ils font comme, ouais, mais non. Lui, il était willing. Il était très willing, puis il y avait beaucoup de créativité, ce que j'aimais beaucoup. Mais tu sais, il y avait plein d'idées qui pondéraient, puis là, j'étais comme, ouais, ça, non, ça marchera jamais. Puis là, des fois, il y a une bonne idée, j'étais comme... Ah, puis là, je pognais l'idée, puis j'étais comme, OK, on va l'opérationnaliser ensemble. Puis c'était vraiment un peu comme ça qu'on travaillait. Mais à travers aussi plein d'autres choses qu'on a faites au niveau RH. Puis je pense que un des points les plus importants de mentionner dans ce pont-là vers Bestseller, c'était que je quittais une grande organisation supportée par énormément d'équipes spécialisées à une équipe où est-ce qu'on est un VP, 2 RH, on est en train de bâtir... Ton VP était au Danemark. Non, mon bébé était à Montréal aussi. Okay. Mais on était une petite pote de 3, puis on embauchait quelqu'un à la paye. On avait quelqu'un aussi au niveau de la coordination des ressources humaines puis au recrutement. Mais pas de comme spécialiste en rémunération, pas de spécialiste en développement organisationnel, pas de spécialiste en peu importe ce qu'on avait de besoin. Puis c'est quelle grosseur, mettons, Bestseller à cette époque-là? Donc, Bestseller, c'était à peu près 5000 employés, incluant les magasins. Pour le groupe Montréal, à peu près 200-300. Fait que c'était vraiment c'était différentes échelles. Là. Fait que tu avais le temps de comme, vraiment connaître tes gens puis travailler avec eux. Surtout la couche de gestion des différents départements qu'on avait. Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ansia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2-3 bons employés. Alors, imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ansia fait du recrutement de volume, mais tout en conservant la touche humaine. Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui recrute qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ansia et bonne écoute. Donc c'est ça. Fait que c'était comme un peu aussi la première fois de dire, bon, ben, tu sais, faire de l'équité salariale, ça veut dire quoi? Parce que quand tu es en grande organisation, tu touches jamais ça. Ça veut dire quoi, là, mettons, par exemple, monter un plan de formation de A à Z quand tu n'as pas quelqu'un qui est extrêmement spécialisé en learning and development au sein de ton équipe. Donc, c'était de créer tout ça. Puis ça, j'ai vraiment vibré. Ouais. Puis ça tombait dans ta cour. Puis ça tombait dans notre cours ensemble, qu'on travaillait les 3. Je pense qu'on utilisait beaucoup nos forces. Mais juste d'avoir cet aspect-là de création, puis pas j'applique ce que l'autre a fait. Puis là, je roule ça dans toutes mes unités d'affaires. Puis, tu sais, comme deploy, là. Tu sais, c'était vraiment, je le crée, je
ça m'appartient parce que je l'ai créé, puis là, je m'en vais vraiment le déployer avec... Tu l'ajustes en fonction du feedback, comment ça se fait, Ouais. tu le peaufines, tu l'améliores. Puis mettons un leg ou un projet plus signature, c'est tout ça, là, le leadership? Là? Oui, dans le fond, on a des standards de leadership qui étaient donnés par le Danemark. Donc, c'est un peu, c'est quoi les comportements qu'on s'attend de toi quand tu prends un rôle de gestion? C'était vraiment au niveau de l'entièreté de l'organisation. Mais le programme de leadership qu'on a bâti ensemble en équipe a été vraiment un bel accomplissement parce qu'après, on l'a déployé, moi puis mon collègue, à travers le Canada sur toutes les couches de gestion de nos magasins. OK. Pour vraiment s'assurer qu'il y a des bonnes bases mises en place, que ça soit par le feedback, que ça soit par faire de la bonne gestion de performance, ça soit faire du bon onboarding et toutes les activités aux apprentissages qu'on voulait en fait léguer à eux, passer à travers plein de jeux. Et c'était vraiment créatif. Là, on partait comme 3-4 jours dans un chalet, puis là, on passait comme toutes l'espèce de 3-4 jours ensemble, puis à chaque journée, on avait un agenda, puis on faisait des jeux, puis les jeux découlaient d'un apprentissage. Puis là, c'est le fait d'être comme à peu près une gang de 20 personnes, toutes des jeunes gestionnaires en magasin, dans un petit chalet univers où est-ce qu'on est en train d'absorber le leadership, puis bien sûr, un peu faire la fête à travers tout ça, était vraiment génial parce que je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de feedback positif. Mais on le voit aussi, d'être capable de dire, bon, ben, je reste dans cette organisation-là parce qu'on investit en mon développement, on est capable de me sortir de mes opérations pour que j'apprenne, pour que je ressors avec des outils dans ma boîte pour pouvoir les appliquer avec mes autres juniors leadership à l'intérieur des magasins ou peu importe c'était quoi. Puis tu sais, des postes en magasin, souvent, ce sont des postes de nomination interne. Tu as commencé, tu étais conseillère, conseiller, tout le monde, assistant gérant, tu n'as pas fait l'école de commerce, t'as pas. Fait que tu as une notion de leadership, mais tu as une notion aussi de compétence de gestion, de connaissance de gestion, qui est comment vous mélangez les deux. Oui. Je te dirais, tu sais, faut pas oublier que ces gens-là ont à peu près 19 ans. Tu sais, je veux dire, souvent, c'est des gestionnaires très. T'en as d'autres de différents âges, mais c'est de partir à commencer à dire, bon, mais comment je suis un bon leader de soi? On a vraiment bâti cette couche-là pour être capable d'avoir, puis ça va se transmettre dans d'autres exemples que je vais donner, mais c'est quoi les comportements que tu veux bâtir dans ton magasin? C'est quoi... Comment toi, tu deviens un peu aussi prêcheur de ces exemples-là? Comment tu rends ça le fun? Parce qu'il ne faut pas oublier, là, quand on travaille au magasin, là, c'est nos premiers jobs, on a 16 ans, on reste là. Il y a beaucoup de rotation dans tes employés aussi parce qu'ils font ça 1 an, s'en vont ailleurs, ça bouge. Ils s'en vont travailler à ronde l'été, ils reviennent. Exactement. Écoute, voilà. Et donc, c'était vraiment de dire, bon, mais tu sais, c'est quoi les programmes talents, si on veut, que nous sont importants à travers ces magasins-là. Donc, bâtir une culture. Donc, nous, on a nos valeurs. Fait qu'il y a une grosse portion de ces valeurs-là qui était de les transmettre. De dire, bon, mais c'est pas juste une valeur sur le mur. Comment ça peut se concrétiser en magasin? L'autre élément, c'était vraiment aussi de dire, bon, ben, du feedback. Tu sais, on est tout le temps en train de regarder des chiffres, si on veut, quand on est en magasin, parce qu'on regarde les rapports de vente. Chaque vendeur, on a des commissions en magasin aussi. Fait que chaque vendeur a des quotas. OK, comment qu'on peut leur donner des outils de coaching par rapport à la vente, par rapport à juste être un bon collaborateur, par rapport à être un mentor aux autres vendeurs. Donc, il y avait beaucoup de ça aussi. Puis par la suite, ben, c'était vraiment au niveau de tout ce qui était en lien avec... voyons, j'ai un blanc. Tout ce qui était en lien avec la gestion de performance. C'est qu'est-ce que tu fais quand il faut course correct? Donc, comment qu'on a ces discussions-là plus difficiles. Donc, qui est autre chose que du feedback. Qui est autre chose que du feedback parce que tu as donné des objectifs. Les objectifs sont non atteints. Comment qu'on aide cette personne-là à se donner une chance à l'amélioration. Le feedback pour nous, puis pour moi encore à ce jour, c'est vraiment, bon, ben, tu sais, je te donne un feedback constructif, puis c'est plus on the go. Là, si j'ai besoin d'avoir une conversation un petit peu plus
concrète, formelle avec toi sur je t'ai déjà donné ce feedback-là, on n'a pas vu d'amélioration, comment on s'assure justement qu'il y a un plan d'amélioration qui se met en place. Donc, il y avait un peu ces 3 créneaux-là, puis à travers de ça, ben, il y a une question aussi d'avoir du bonding. Parce que tu as souvent un gestionnaire de magasin et ton prochain magasin peut être dans une ville à 300 km, mais tu peux te sentir seul aussi là, dans tout ça. Donc, comment tu peux faire des liens avec... Fait que ces expériences-là de chalet, puis ça permettait aussi de créer pas une communauté de pratique, mais un peu de sentir ah ben oui, elle vit la même chose que moi, puis je peux communiquer avec elle. Oui, fait qu'un petit réseautage interne, si on veut. OK. Puis là, la COVID est arrivée. La COVID est arrivée. La Moses de COVID. La COVID a été très difficile pour beaucoup de gens. Puis je te dirais de l'avoir vécu en magasin, pas en magasin, mais dans le commerce du détail, ça a été très, très difficile parce qu'il y a beaucoup de consignes du gouvernement qui changeaient de façon quasiment tous les jours. C'était de les suivre, mais à travers toutes les provinces du Canada. Donc, nous, au niveau du bureau chef, on a dû laisser aller énormément de gens en mise à pied temporaire. Donc, on a comme gardé des petites équipes extrêmement restreintes juste pour keep the lights on. Et un des éléments qui nous ont fait vraiment mal, c'est qu'on a dû fermer notre centre de distribution. Donc, ça a été... ça veut dire qu'on ne peut plus vendre en ligne. Ça veut dire qu'on ne peut plus distribuer à d'autres magasins. Donc, tu sais, c'était vraiment un stop, arrêt de toutes les opérations. Éventuellement, on a pu réouvrir avec beaucoup de mesures. Donc, les max, les plexiglas, faire des petites flèches à terre. C'est quoi juste la gestion de la cafétéria, qui peut aller manger quand, parce qu'on ne peut pas avoir autant de gens dans le même espace parce qu'il y avait des mesures très, très sévères. Puis en magasin, on a eu beaucoup de on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Le gouvernement nous dit d'acheter du plexiglas, ça va nous permettre d'ouvrir. Fait que, il y avait juste tellement de consignes. Puis là, toi, tu n'avais pas juste la messe de Legault, tu avais tous les autres premiers ministres des autres provinces qui avaient des règles différentes. On n'avait pas le choix, mais je m'en souviens aussi que la messe de... Tu sais, on s'était assis à 1 heure sur le sofa, puis là, on regardait ça, puis là, on s'appelait en équipe RH. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on s'organise? Puis ça, c'était des journées de 13-14 heures là, pendant un petit bout. C'est juste pour comme keep the lights on. Ouais. Réagir. Fait que ça a été comme un bon 8 mois là, de comme l'enfer. L'enfer. Et finalement, ça s'est restabilisé. On a pu faire revenir les équipes en place parce qu'on était capable d'ouvrir nos centres de distribution, ouvrir tout ce qui se passait au niveau e-commerce électronique. Les gens travaillaient de la maison dans tout ce qui était le remote work. On n'avait pas ça là, chez Bestseller avant que tout ça arrive. Et on a eu, à travers un changement de président à peu près en début 2021, fait que le changement de président a apporté beaucoup de changements aussi. Mon VP est quitté. Donc là, c'était comme, OK, là, il y a beaucoup de changements. Mais il y avait une petite voix un peu derrière tout ça qui me disait, moi, je pense qu'il faut que je change d'industrie. On dirait que c'était vraiment, j'avais vécu trop de plexiglas, trop de trop. Tu sais, c'était comme, Tu l'associais à l'industrie. Il y avait trop de choses qui étaient se passer dans l'industrie du retail. Puis je me suis dit, mettons qu'on aurait été dans une organisation où est-ce que tout le monde aurait continué de travailler de la maison, ça aurait été bien différent. Ouais. Puis je voyais mon chum qui était en jeu vidéo. Puis c'était juste, tiens, je te donne un laptop pour tourner à la maison. Puis eux, ils ont eu 0 drama, à part que tout le monde travaille de la maison. Fait qu'il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il voulait vraiment essayer autre chose. Je savais que je voulais être en tech. Je savais pas le quoi, comment. Je trouvais que ça avait de l'air vraiment le fun dans l'espace du jeu vidéo. Qu'est-ce que tu voyais dans ton job? Je faisais tout le temps des activités. C'était comme, tu travailles-tu vraiment, toi? Puis, finalement, j'ai commencé à être à la recherche. J'ai drôlement rencontré Sophie Gadouri, qui était en fait l'ancienne RH dans la boîte où est-ce que j'atterris durant la COVID dans un book club.
Donc, c'était ma première introduction à book club. Un book club virtuel. OK. On avait lu Radical Candor de Kim Scott. OK. Excellent livre, là, je crois. OK. Mais c'était la première fois que j'entendais le mot Connect and Go. OK. Et là, j'en ai pas vraiment pensé grand-chose de tout ça. Juste à temps qu'il y a un poste de directeur RH qui s'ouvre chez Connect and Go. Qui était le poste de Sophie? Sophie, elle avait quitté Connect and Go quand elle faisait son book club pour partir sa propre boîte qui s'appelle Nimble Bumble, qui est encore à ce jour. Mm-hmm. Et elle avait été, en fait, en RH, spécialiste au niveau vraiment de l'engagement, de la culture pendant à peu près 1 an et quelques mois, au début, genre 2018-2019. Et je me suis fait approcher par Dominique Gagnon sur LinkedIn. J'avais vu le post. Fait que là, j'étais comme, il y a beaucoup trop de Connect and Go qui se passe dans mon entourage. Je prends l'appel avec Dominique Gagnon et j'étais comme, OK, c'est vraiment un créatif. Là. C'est vraiment flyé. Là. Il était peu. Dominique Gagnon, puis il est quand même très... populaire au public, il y a une chronique dans les affaires. À l'époque, est-ce qu'il avait déjà pris ces positions-là ou c'était Dominique Gagnon? Vous n'avez pas entendu parler plus que ça? Oui et non. C'est vraiment le début de tout ça. Par contre, parenthèse, je vais dire un peu c'est quoi Connect and Go avant de poursuivre ça. Fait que Connect and Go, c'est une compagnie de technologie qui ont commencé là, à peu près en 2012 au niveau de bâtir une technologie pour l'événementiel. Fait que la technologie première a commencé avec la RFID, qui était des bracelets, où est-ce que tu pouvais utiliser du cashless, qu'on appelle, pour payer. Donc, comme sur les bateaux de croisière, que tu n'as pas besoin de traîner ta carte. Exactement. Puis, ils ont fait vraiment un gros succès avec cette technologie-là, mais il y avait beaucoup de custom development à travers leurs produits. Mais Dominique avait eu quand même beaucoup de popularité juste par les réseaux parce qu'ils ont fait des gros noms comme le Super Bowl avec cette technologie-là. Ils sont allés aux Olympiques. Donc, il y avait vraiment beaucoup de renom, dont même jusqu'au Fire Festival. Okay. Si tu sais c'est quoi, ça a été j'entends un petit rire. Ça a été le festival qui a été le plus grand flop de la planète Terre. C'était vous autres, non? Non, mais en tout cas, bref, ça, c'est une histoire pour ceux qui ont suivi. Mais, ils ont eu comme beaucoup de presse, mais il a commencé à vraiment gagner en renom public, si on veut, après tout ça. Fait que quand tu lui parles, tu es un peu au courant par Sophie, puis qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi l'organisation, mais j'avais pas suivi tout ça. Je m'en souviens quand j'étais allée chez Oshiaga, à un moment donné, on avait un bracelet, on pouvait payer, c'était tout mais cool. Puis c'est ça, sans réaliser que c'était ça. Là. Puis, tu sais, pour moi, la technologie, c'était vraiment un monde inconnu un peu. Là, on avait des développeurs qui faisaient du web chez Bestseller, puis on avait des développeurs qui faisaient du web chez Loblaw aussi pour tout ce qui est commerce électronique. Mais, tu sais, autre que ça, tu sais, des tech stacks, là, je savais aucunement c'était quoi. Fait que là, parle Jean-Jacques, finalement, j'ai le poste, j'atterris là. On est à peu près 10 employés quand je suis arrivée et on venait de faire un gros pivot. Donc, en 2020, l'événementiel a aussi été grandement écopé. Ouais. Toi qui voulais changer un secteur moins impacté par la COVID. Fait que ça a eu un arrêt complet, mais eux avaient déjà commencé à regarder pour faire un pivot au niveau de vraiment rentrer dans le secteur des attractions. Donc, utiliser un peu les portions de la technologie qui fonctionnent bien dans l'événementiel, mais de venir utiliser ça pour l'approfondir, pour créer un produit, pour entrer dans cette industrie-là. Et donc, quand je suis arrivée, on avait à peu près 2 clients au Québec. Et je m'en souviens aussi, les premières choses qui ont commencé à réouvrir l'été de 2020, c'était Super Aqua Club. Super Aqua Club parce que c'était dehors. Le chaud, la chaleur pouvait, en tout cas, éliminer les microbes. Mais il y avait de la possibilité de faire de la distanciation. Puis c'était vraiment les premières choses dans l'entertainment qui commençaient à réouvrir. Et eux, ils ont profité de cette vague-là pour vraiment rentrer dans ce secteur-là. Puis moi, on m'a comme vendu cette affaire-là. On va construire une fusée, là, ça va être malade, puis on va vendre. On va vendre. Puis j'étais comme, OK, je sais pas ce que ça veut dire, mais OK. Puis
Puis quand je suis arrivée, parce que je savais que Sophie avait été dans le rôle avant, quand je suis arrivée, je me suis dit, bon, mais il doit y avoir une base, il doit y avoir des choses qui sont mises en place. Puis là, je commence à fouiller dans les choses de Sophie. Puis là, je me rends compte qu'elle a fait vraiment beaucoup de travail au niveau de juste mettre de la culture en place, des valeurs, qu'est-ce que ça veut dire, un alignement de valeurs. Mais elle a fait ça avec l'équipe qui n'existait plus vraiment en place quand je suis arrivée parce qu'il avait fait un pivot complètement différent. Et les gens qui travaillent dans l'événementiel, mais c'est un autre genre d'humains là, qui veulent faire ce grind-là. Là. C'est matin, midi, soir, c'est culture de guerre, si on veut. Et qu'il restait vraiment le petit corps d'employés qui avait comme vécu un petit peu le pivot entre les deux. Entre les deux. Ouais. Puis tu étais la seule personne. Et j'étais la seule personne. Ah oui. Donc, quand je suis arrivée chez Connect & Go, il y a eu des moments où j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Là, j'ai plus d'équipe, là, je me suis démunie. Tu avais eu un gros clash entre l'Obla puis Bestseller à 5000 en disant, mon Dieu, j'ai plus de ressources. C'est ça. Tu tombes à 10, plus de ressources. Mais j'ai trouvé ça vibrant quand même. Parce que là, c'était comme beaucoup de moments pour moi, c'est bon, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, je peux pas, il y a 10 personnes, il n'y a pas assez de RH à faire, si on veut. Tu sais, mais ça m'a donné le temps de comprendre comment une équipe de développement fonctionne. C'est quoi ce fameux Scrum? Ça sert à quoi? Donc, j'ai vraiment plongé dans les opérations, ce qui a été ultra intéressant pour moi. Et puis après, on a commencé à bâtir vraiment, mais qu'est-ce qu'on veut livrer comme culture dans cette nouvelle ère de Connect & Go? Qu'est-ce qu'on veut léguer aux gens qui vont passer à travers l'aventure? Parce qu'on voulait bâtir une culture qui était très performante. Donc, Dominique qui a déjà commencé à mettre de l'avant des articles de l'ultra-performance. Mais aussi, on avait aussi le momentum pour le faire parce que plus petit bateau, c'est plus facile à vraiment tout rebâtir puis mettre en place. Puis aussi que tu dis, bon, mais ça va changer complètement la façon qu'on va embaucher du talent parce que là, on sait qu'est-ce qu'on veut bâtir, on sait comment qu'on va le construire puis on va aller chercher les gens qui vont avoir déjà ce mindset-là. T'es moins dans la gestion du changement, tu rebâtis dans le fond avec cette nouvelle culture-là. Oui, t'es vraiment en construction. OK. Puis, dans quelle mesure est-ce que, bon, tu dis c'est un créatif, il y a plein d'idées, puis bon, il est très vocal en plus. Dans quelle mesure est-ce que tu as ta place pour amener des idées ou tu dois exécuter toutes les idées ou faire atterrir, opérationnaliser tout ça? Comment tu réussis à trouver le partnership avec ton CEO? Oui, très bonne question. Je dirais que ça n'a pas été, c'était pas tout cuit dans le bec là, quand je suis arrivée. Là. Moi, je me rapportais au CEO. Okay. Et là, je voyais beaucoup qu'il y a des dynamiques, que le CEO prenait des décisions, là, ça se faisait comme un peu transmettre au CEO envers moi. Puis là, j'ai dit, il y avait des choses que je voulais changer pour qu'on ait vraiment une espèce de pod ensemble, pour qu'on puisse vraiment re-regarder les idées pour pas qu'on ait une espèce de communication cassée. Fait que ça a pris du temps avant de bâtir, mais quand on est arrivé, ça a été vraiment génial. Donc, on était capable de dire, bon, c'est quoi qu'on veut vraiment faire, c'est quoi les paramètres au niveau de notre performance. On sait qu'on est très ambitieux, ça va prendre des gens qui ont un certain type de personnalité aussi pour vouloir embarquer dans une aventure comme celle-ci. Et quand j'ai été capable de trouver un peu cette influence-là auprès de Dominique, c'était vraiment en écoutant ses idées. Tu sais, il y a des choses qu'il disait, moi, là, c'est comme ça que je veux le faire. Je veux que ça soit là, genre vraiment malade la culture là, tu sais, c'est comme il y avait vraiment des idées de rêve, puis j'étais comme mais ça veut rien dire là, tu sais, je veux que ça soit malade, tu sais. Je veux faire plein de parties, tu sais, je m'en souviens au début il me disait ça, j'étais comme non, on peut pas, on est encore un petit peu semi en confinement là, tu sais. Fait que on était capable de vraiment s'asseoir puis dire OK, on va mettre des mots sur comment qu'on veut que ça soit. Puis je te dirais que Dominique, c'est quelqu'un qui va donner extrêmement de confiance à tous ses membres d'équipe. Puis il va vouloir être très, très aussi vocal aussi à l'intérieur de ses idées. Mais moi, j'ai jamais eu de problème de partenariat avec parce que c'était comme si je disais non, on fait pas ça. C'était comme OK, pourquoi? Ou je disais, j'avais mes arguments puis je faisais OK, lâche prise. Ou des fois, il y a des choses qu'il disait.
Puis j'ai pas d'exemple concret, mais des fois, il m'apportait des idées, puis j'étais comme, non, pas pendant tout, on fera jamais ça. Puis là, finalement, 2-3 jours, ça me trottait, puis je revenais. OK, j'ai pensé à qu'est-ce que tu me dis. Il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime pas. Puis là, comment on le regarde ensemble pour arriver à un élément de résultat qu'on serait content les deux. Un des plus beaux projets que j'ai fait chez Connect & Go, c'était le virement vers le 4 jours semaine. Et ça, c'était l'idée de Dominique. Donc, je m'en souviens dans comme à peu près, je sais pas, là, on était peut-être quelques mois après que je suis arrivée, là, 3-4 mois, grosso modo, il me dit hey, on devrait faire du 4 jours semaine. Puis là, je suis comme OK. Ben là, je sais pas, ça serait malade, ça serait vraiment parfait pour notre genre, attirer des talents. OK. Moi, je suis comme all in. Oui, on fait du 4 jours semaine. Puis là, je me suis dit, OK, parfait, on va aller pitcher ça à notre équipe de direction. Là, je m'en souviens, on s'en allait dans un off-site, on préparait nos OKR pour le corps à venir. Et là, je pitch, on devrait faire du 4 jours semaine. Tout le monde me regarde et c'est comme, t'es-tu malade? On va t'es pas préparé, là. Arriver à ce qu'on veut arriver si on travaille moins. C'est pas ça qu'on est en train de faire. Puis finalement, ça a comme été une grosse discussion sur l'efficacité. Donc, si on pense qu'on n'est pas capable de faire du 4 jours semaine aujourd'hui, on devrait réfléchir à pourquoi, puis comment qu'on pourrait être plus efficace aujourd'hui pour pouvoir y arriver. Parce que mathématiquement parlant, il faut que tu ailles chercher un gain de productivité de 20 % dans ta semaine pour arriver au même résultat. Ça l'a fait du bout de chemin. Et je te dirais que quelques mois plus tard, finalement, Dom était comme, moi, je m'en fous, on le fait. On le fait. J'étais comme, OK, on a trouvé une boîte de consultation qui nous a laissé vraiment travailler un peu les paramètres, les métriques, qu'est-ce qu'on voulait mesurer pour atteindre le même résultat. Parce que c'était vraiment, ça avait évolué vraiment un sens de dire, c'est pas pour le bien-être qu'on fait ça, c'est pour vraiment bâtir une culture d'élite qui vont livrer ce qu'on a besoin de livrer, puis être ultra mindé, focus sur la productivité. Fait que c'était pas, on livre la même chose, c'était pas, on livre 80% moins, puis ça devient un avantage d'être là. C'est, on livre la même chose, mais en 4 jours semaine. Exact. Mais là, à ce moment-là, ça doit challenger, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fait que le modèle aussi qui est basé en Europe était le 100-80-100. Donc, 100% de la paye pour 80% du temps pour 100% de la productivité. Ça, c'était le modèle qu'ils mettaient de l'avant. OK. Et donc, nous, on a dit, bon, on va faire un test pilote. On va pas juste dire, on le fait, puis, tu sais, il faut qu'on ait des guidelines de succès là, à travers tout ça. Et juste avant le test pilote, on a fait à peu près 2 mois de planification vraiment intense parce qu'on rentrait dans tous les départements, puis on regardait qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait pas, qu'est-ce qui était documenté, où on avait des bris au niveau des processus. Puis c'était un timing vraiment intéressant parce que on est en train de construire quelque chose. Fait que c'est pas tout qu'il y a des processus en place encore. Donc, ça nous a permis de vraiment mettre un espèce de go sur la structure de comment tout s'embrique opérationnellement parlant, comment chaque département a ce qu'ils ont besoin des autres pour pouvoir arriver plus vite. Ça te permet de challenger, de dire, on a-tu vraiment besoin de faire ça? Exactement. Fait que tu peux l'atteindre, ton 100%. Oui. Des fois, en coupant des processus superflus ou des éléments que tu n'as pas besoin. On a fait ça à travers tous les départements. Puis, tu sais, les fameux meetings, là. Tu sais, quand tu y penses, un meeting d'1 heure peut devenir un meeting de 45 minutes si tu es ultra bien préparé, puis un meeting de 30 peut devenir 15 si tu as un agenda, si les gens savent à quoi ça va être le output de ce meeting-là. Donc, on a été vraiment un peu dans ce monde. Ça, c'était piloté par les RH? C'était piloté par... on a piloté ça en termes d'équipe exécutive. Okay. Mais moi, j'ai vraiment travaillé avec la boîte pour nous structurer, pour identifier nos métriques, pour prendre le pouls durant la phase pilote pour dire, bon, comment on se sent par rapport à ça. On voulait être capable aussi de voir le avant-après sur le niveau du stress, le niveau de bien-être, la charge de travail, c'est quoi le ressenti. Et on avait aussi dit à toute notre équipe, c'est un make or break. T'sais, on y va de l'avant, on l'essaye. Si on réussit, on va l'adopter. Si on ne réussit pas, on aura essayé. OK. Puis se donner le droit
de faire ça. Je pense que des fois, on essaie de trop avoir des affaires toutes testées, trop faites, puis faut que tout soit parfaitement testé avant de mettre ça. Je trouve ça le fun de dire, ça prend une équipe qui est ouverte à ça, qui est prête à le prendre, mais on passe des fois peut-être à côté d'opportunités, d'occasions de s'améliorer parce qu'on attend que ça soit parfait. Oui. Puis ça, je te dirais que c'est vraiment la force à Dom, où est-ce que, tu sais, il veut être ahead of the curve, il veut être dans l'innovation. Et on le savait qu'il n'y avait pas vraiment d'autres compagnies qui faisaient ce type de modèle-là, surtout pas en tech. Et on s'est dit, on va l'essayer, puis on va réussir. Là, ceci dit, c'est très, très différent de faire ça à une équipe de 20 versus 5000 employés, où est-ce que tu as besoin, tu sais, il y a beaucoup plus de planification à faire. Mais tu sais, on s'est dit, on veut pas reculer, on veut se donner les outils du succès. Fait qu'on s'est quand même donné une phase de planification, des métriques à suivre, puis aussi de prendre le pouls des employés à travers cette transformation-là. Fait que la question devenait pas de comment on coupe une journée, c'est comment on peut s'assurer de faire ça de façon plus efficiente pour réussir à livrer en 4 jours. Avec une forte culture de ownership, parce qu'à la fin de la journée, tu sais, c'est pas juste 32 semaines. Tu as livré ce que tu avais à livrer. 32 semaines. 32 heures. Ouais. 32 heures semaine. Fait que c'est vraiment, tu es responsable de ça. Tu es responsable de ta productivité. Et on vous a aidé pour arriver à un point où est-ce qu'on est en gain d'efficacité pour y réussir. Maintenant, c'est comme, je te donne les clés de la voiture, puis let's go. Y en a-tu qui débarquent à ce moment-là? Ou qui... Non? Les productivités, on mesurait les sprints, les outputs au niveau du développement, le nombre de tickets support qu'on avait. On a vu une grosse courbe d'amélioration au niveau de cette productivité-là durant la phase pilote. Ça se peut-tu que l'enjeu ou ce qui fait peur de mettre ça en place, 4 jours de même, c'est qu'on a peur aussi l'enjeu d'être capable de mettre des métriques puis d'identifier des métriques claires? Parce que, tu sais, mettons le nombre d'étiquettes, oui, mais comment tu arrives à la comptabilité ou comment tu arrives à réceptionniste ou RH? C'est quoi dire ta productivité? C'est toi qui détermine le workload que tu acceptes de projet? 100%. Puis, tu sais, au niveau des finances, c'est, par exemple, la comptabilité, combien de mois tu closes ton mois, combien de jours, tu vas closer ton mois, tu sais. Fait qu'il y a plein de petites gauges comme ça qu'on pouvait regarder aussi sur le output. Par exemple, en RH, ça, c'était une directe corrélation sur le temps d'embauche que ça nous prenait. Tu sais, nous, quand tu es en train de bâtir la fusée, si on veut, le talent en tech, c'est vraiment ce qui va t'aider à faire ta puissance fois X. Fait que si ça me prend 3 mois à trouver quelqu'un, je viens de ralentir la business de 3 mois. Versus si je suis capable de dire, avec que ce soit notre marque employeur ou peu importe toutes les activités qu'on fait autour, que de dire, nous, on veut vraiment se donner un gage qu'à 45 jours, on a été capable d'évaluer le talent qu'on a de besoin et ils sont rentrés en organisation, on est capable d'aider la business à bouger plus vite. Fait que, tu sais, il y a des petites métriques comme ça qui étaient super clés à l'ensemble. Puis après, tu regardes l'engagement, tu regardes aussi au niveau de la performance. Donc, tout devenait un peu une obsession sur la clarté sur qu'est-ce qu'on accomplit, qu'est-ce qu'on n'accomplit pas. Et nous, on faisait des OKRs, donc les fameux OKRs, Objective Key Results, où est-ce que même pour les départements, c'est un peu moins évident de dire j'ai-tu rencontré mon quota de vente ou pas, on met des objectifs sur le corps. Donc ça donne une espèce de vent d'aller sur, je sais ce que j'ai besoin d'accomplir à l'intérieur de mon corps. Les objectifs peuvent être basé sur directement le output que tu as besoin d'accomplir sur, par exemple, ton nombre de tickets support, mais ça peut être sur des projets aussi que tu es accountable de livrer. Et que dans les départements où est-ce que c'est un petit peu plus projet, tu mets ces projets-là en place, puis il faut que tu les aies livrés, déployés à l'intérieur de ton corps. Fait que chaque équipe avait des OKR ou chaque individu avait des OKR? Chaque individu. Donc, le cycle de comment qu'on le roulait, qui est le cycle standard quand même du framework, c'est on partait par corps au niveau des objectifs de compagnie. À travers ces objectifs-là de compagnie, on regardait 3 à 5 qui allaient rencontrer vraiment qu'est-ce qu'on voulait accomplir comme compagnie ensemble. Par la suite, il y a un alignement qui est fait au niveau des départements.
Donc, comment chaque département va contribuer à ces objectifs-là pour qu'il y ait une directe corrélation. Et par la suite, le même exercice se fait au niveau de l'individu. Puis, le 4 jours semaine devenait-tu un bonbon? Si tu n'atteignais pas tes objectifs, tu n'atteignais pas la performance, tu perdais ton privilège de 4 jours ou tu... Je te dirais que tu perdais pas ton privilège de ton 4 jours, mais tu sais, on était très, très intentionnel sur la performance. Donc, par exemple, si tu n'atteignais pas tes objectifs, il y avait une rencontre d'évaluation qui rentrait à travers de tous ces 3 mois-là. On te donnait un mois pour te réadapter puis te remettre sur le bon chemin avec du bon support, bien évidemment. Mais on était très intentionnel si ça ne fonctionnait pas. OK. C'est... Fait que j'imagine que faire ça en transformation, ça brasse un peu plus, mais là, quand vous embauchiez des nouvelles personnes, est-ce que vous le testiez dans vos processus d'embauche, à quel point la personne était à l'aise? Là, je te raconte tout ça, mais on a fait plein d'apprentissages Ouais. à travers les 4 jours semaine. Il y a un point où est-ce que j'ai dû enlever le bénéfice de notre site web, qu'on faisait du 4 jours semaine, parce qu'on attirait le mauvais genre de talent. OK. Donc, on embauchait des gens qui voulaient moins travailler. Et ça nous a aussi forcé à faire des processus d'embauche beaucoup plus étoffés sur des questions très, très situationnelles ou comportementales pour s'assurer qu'on est en train d'évaluer les bons genres de comportements. On le disait, on est un environnement qui ça bouge vite. Tu vas avoir des objectifs à rencontrer. On est intentionnel sur ces objectifs-là et la performance. Donc, ton changement de vocabulaire s'adapte vraiment en conséquence de qu'est-ce que tu vas aller chercher. Puis éventuellement, on s'est dit, on va juste pas le mettre. Oui, on a fait plein d'articles là-dessus sur le 4 jours semaine puis nos apprentissages. On va juste pas le mettre comme un bénéfice pour pas attirer le talent qui veut le moins travailler. Mm-hmm. Parce que c'est vraiment un sprint ta semaine. C'est pas on se la coule douce, on travaille 4 jours. C'était vraiment le 5e jour que tu n'as pas à travailler, c'est la cerise sur le Sunday. Tu disais, tu avais des équipes, des grosses équipes de spécialistes. Comment, toi, tu te développais si tu étais la seule RH ça, c'est une à bonne l'interne? question, j'aime ça. Je te dirais que j'ai eu un espèce de moment dans mes débuts chez Connect & Go où est-ce que je me sentais vraiment seule. Tu te dis... Dom ne voulait rien savoir de mes brainstorms RH. Mon boss est CEO. On parle pas le même langage. Donc... Avec qui tu pouvais bandiser des idées? C'est ça. J'avais personne. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Fait que, la solution que j'ai trouvée à ça, c'était vraiment d'écrire à des gens sur LinkedIn. Moi, je savais pas ce que je savais pas en tech. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher des gens qui font mon rôle, qui sont dans des petites PME à Montréal, pour juste leur jaser, pour comprendre comment que eux, ils supportent leur business et commencer de ne pas relever de quelqu'un qui n'est pas en RH. Puis je te dirais que ça m'a permis de juste ouvrir des portes de discussion que je ne pensais jamais que ça allait marcher. Puis c'est une belle façon de le faire gratuitement. J'ai rencontré beaucoup de professionnels RH à Montréal qui étaient dans le même environnement que moi. Puis ça m'a permis de juste dire, on pense des idées. On a eu plein de groupes chat qui se sont créés, des co-développements. Donc ça a été une belle façon aussi de juste avoir une certaine forme de validation. Tu sais, des fois, tu te dis, je pense de faire ça. Toi, comme tu l'as-tu essayé? Comment ça a fonctionné? Donc ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Puis en parallèle, j'avais une amie que son copain était en train de faire une formation de coaching intégral. Coaching intégral. Intégral. Okay. Oui, donc c'est une forme de coaching qui utilise beaucoup le visuel pour t'aider à te donner un chemin sur ton développement. Donc, c'est comme une technique là, qu'ils utilisent. Et je racontais justement ça à le chum à mon ami, où est-ce que, tu sais, je me sentais aussi en mode, je cherche la validation, je sais pas trop comment m'organiser. Il me dit, mais moi, je fais partie d'une cohorte, puis on a besoin de un peu des guinea pigs d'essai. Pour essayer ça. Puis, en fait, ça faisait partie de la formation. Tu sais, tu accompagnais quelqu'un pendant un nombre de semaines que tu devais trouver, puis ça clôturait ta formation.
Et toi, sign me in. Et bien, j'étais comme, ben là, oui, j'ai besoin de ça. Puis finalement, il m'a dit, mais je pense qu'il y a un petit peu un conflit d'intérêt entre toi et moi parce que, tu sais, t'es vraiment proche avec ma blonde. Puis il me dit, mais par contre, j'ai quelqu'un à te référer. Et là, il me référait à Jean-Paul Richard, qui est ancien coach olympique de ski, qui décidait de se lancer en affaires, faisait sa formation de coaching intégrale. Et j'ai commencé à travailler avec lui là-dessus, puis je pense que ça a été la plus belle expérience aussi. J'en ai beaucoup des belles expériences chez Connect & Go. Mais ça a été vraiment génial parce qu'on a touché à des aspects que j'aurais jamais pensé faire partie de développement, comme de l'autocompassion, comme de l'autorégulation, tous des mots où est-ce qu'on a travaillé à faire mon chemin de développement, puis comment moi, je voulais aussi me positionner comme nouvelle leader stratégique chez Connect & Go. Donc, m'a énormément accompagnée à un peu trouver ma place chez Connect & Go. Fait que l'initiative partait, pas l'initiative, mais la démarche part de soi-même. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est. Exact. Puis après ça, ça oriente comment on se positionne après ça. Puis on se le fait pas souvent dire qu'il faut être douce et doux envers soi-même dans des moments de changement. Et je trouve que c'est très réel pour les RH. On est très centré sur on va prendre soin de nos gens, on va s'assurer qu'ils sont bien dans leur rôle, qu'ils ont la clarté, la transparence qu'ils ont besoin pour réussir. Mais c'est très rare qu'on reçoit ça pour nous. En tant qu'RH. On évite à se flageller. Oui. Et là, on se dit, j'arrive pas à bâtir mon cocon que je voulais construire avec mes deux partenaires. Comment je fais? Puis, ça a été une expérience super géniale que j'ai tellement aimé ça que j'ai apporté cette idée à Dom et l'équipe exécutive de dire, on va faire la même chose, mais en équipe. OK. Et voilà, on a construit des cercles de coaching avec Jean-Paul. OK. Et c'était une démarche qui était vraiment, vraiment intéressante. Donc, comment la démarche se construisait, c'est qu'on préparait, en fait, tous un sujet. On voulait raconter une problématique qu'on vivait, quelque chose de personnel, quelque chose qu'on voulait améliorer. Fait que pas nécessairement lié au travail. Pas nécessairement lié au travail, quoique. Quand tu es en start-up, scale-up, tout est relié au travail. Et on allait présenter ça à l'intérieur de notre équipe. Chaque moment qu'on avait, c'était une personne qui présentait et tout le monde autour devait demander des questions. Et il fallait absolument pas donner une solution. C'était vraiment de poser des questions ouvertes. Donc, dans un contexte de coaching, comment être un bon coach, tu es aussi en mode, je vais approfondir le sujet en posant des questions ouvertes pour aider la personne à trouver son propre chemin. Donc, beau parallèle avec comment être un bon leader coach, mais aussi on le pratiquait en tant qu'équipe exécutive ensemble. Fait que ça amenait, ils l'avaient tellement pratiqué entre eux que quand ils arrivaient au niveau de leurs équipes, ça a dû améliorer leur position de coach aussi. Certainement. Fait que des belles réalisations, mais ça a apporté beaucoup de moments de vulnérabilité aussi entre équipes. Donc, c'est des choses que des gens ont partagées sur comment ils trouvaient ça peut-être difficile de travailler avec quelqu'un à l'intérieur de l'équipe qui était autour de la table ou qui trouvaient ça difficile d'accomplir des choses, des projets qui étaient peut-être en retard de livraison. Là, je donne des exemples, mais beaucoup de vulnérabilité. Donc, qu'est-ce que ça a fait au sein de l'équipe de direction? C'est que ça a tissé un noyau très proche. Parce que là, on a bâti une sécurité psychologique. Tout le monde était vulnérable. On a eu beaucoup plus d'empathie les uns envers les autres parce que là, on comprenait qu'est-ce que l'autre vivait dans des moments plus difficiles. Et ça a été une super belle expérience. Wow. Mais il faut que tu aies un contexte, il faut que tu aies une culture d'organisation. Il faut que tu aies des leaders on top qui ont envie aussi de se prêter au jeu en premier. Mm-hmm. Tu peux pas juste dire « Hey, j'ai découvert une nouvelle technique, puis voici les amis, amenez votre lunch, on va être vulnérable. » Oui. Fait que, tu sais, moi, je salue vraiment mes deux partenaires être super ouverts à l'idée. Mais ça a été, tu sais, il y a des moments, je m'en souviens, je suis sortie, Dom a dit des choses, mon boss aussi, FP, a dit des choses, puis j'étais comme, ah ouais, c'était vraiment
C'était très profond puis vulnérable. Puis des fois, de voir nos collègues exécutifs sont tout le temps dans le grind. On est tout le temps en train de s'assurer que nos clients, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Puis on est en train de construire quelque chose de très intense. Mais on oublie aussi qu'à l'intérieur, on a des humains qui vivent des choses intenses à travers cette aventure-là. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Puis, tu sais, c'est déjà assez difficile. Je trouve que la vulnérabilité est sous-utilisée, sous-exploitée parce qu'on va chercher des choses, mais tu es dans une culture de performance. Ça ne peut pas être évident de dire que tu es vulnérable ou que tu as un enjeu, quoi que ce soit. Oui. Comment on dirait que c'est comme il est pas conciliable entre les deux? Vraiment. Puis, tu sais, Jean-Paul, on a eu tellement des belles discussions, moi et lui, sur la performance durable. Parce que pour moi, c'est pas. Il y a une fine ligne entre dire on fait de la performance puis on est une équipe d'ultra performants pour être au détriment de la culture. Donc, comment on crée quelque chose où est-ce qu'il y a un équilibre qui est sain, qu'on s'entraide, qui est collaboratif. Et tu sais, pour moi, il y a énormément de choses qui passent par la transparence, mais d'avoir des leaders qui sont capables de créer cette couche de sécurité psychologique. Moi, je vais être vulnérable aussi. Fait que ça va voir que nos membres d'équipe vont être capables d'être vulnérables sur qu'est-ce qu'ils vivent, puis de traverser ou de travailler plus rapidement sur les points de résistance ou les points qui sont plus difficiles si on rencontre un mur. Puis je veux dire, c'est vraiment c'est une aventure de faire partie de quelque chose qui est en construction. Là. Donc, des murs, t'en as. Comment qu'on se relève après? Puis, si on s'arrête 2 secondes, là, puis on regarde notre travail au quotidien puis hebdomadairement, il y a certainement 20% de ce qu'on fait qui est du superflu puis qu'on ne devrait pas faire puis qui est de perte de temps puis c'est de l'attente des processus redondants. Puis, fait que c'est pas nécessairement de faire plus dans notre même temps, c'est aussi d'éliminer ce qu'on fait qui n'est pas nécessaire puis on l'atteint, notre 100%, parce que je livre 100% de la job présentement, mais j'ai 25-30% qui est de la perte de temps, de l'attente. Fait que c'est pas si utopique que ça. Ouais. Vraiment, le work smart est vraiment important pour moi. Là. C'est pas de pédaler, puis de travailler, puis work hard. En tout cas, il y a eu des petits sentences que j'ai déjà entendues dans ma carrière. Work hard, play hard. Là, tu te dis... Il me semble que si je travaillerais mieux, puis je tournerais moins en rond, puis on serait capable d'arriver à quelque chose parce qu'il y a un équilibre vraiment plus sain. Ouais. Tu me fais sourire avec la phrase parce qu'il y a plein de trucs comme ça, mais juste une parenthèse, c'est Dominique qui est très verbal, qui est sur LinkedIn, il y a des posts, il est sur les affaires. Est-ce que ça met une pression de l'interne ou de dire il est allé dire ça dans le journal des affaires ou ça nous met-tu obligatoirement obligé d'être à l'avant de la parade? Oui. Ben tu me ramènes à l'ordre parce que j'ai pas répondu à ta question quand tu me l'as posée, fait que merci. Je te dirais qu'il y a un moment qui est très marquant pour moi parce que tu m'as posé cette question et j'ai vraiment pris plusieurs jours à y réfléchir parce que je me suis jamais sentie comme il y avait de la pression. OK. Mais je m'en souviens très bien la première fois que j'ai lu un article qui mentionnait des employés de chez Connect & Go. Et là, j'étais en désaccord complet, tu sais. Et là...
je m'en souviens, j'appelle mon CEO, puis j'ai dit, là, je suis pas bien, là. T'sais, on peut pas dire des affaires comme ça. Il faut vraiment qu'on s'assure que qu'est-ce qu'on met de l'avant, on adhère à notre culture. Dom est comme une extension de ma marque employeur, en quelque sorte. Puis finalement, j'ai juste appelé Dom, puis j'ai dit, il y a des choses, si ça a un impact sur nous, sur comment on veut positionner notre culture, c'était au début de l'aventure, on essaie de recruter du talent. Implique-moi. Ça va me faire plaisir de te lire avant ou de travailler ou de donner mon opinion. Puis ça a été aussi simple que ça, vraiment. Puis je te dirais qu'encore à ce jour, des fois, il m'envoie des choses à lire pour mon feedback. Donc, ça a été vraiment de toute simplicité puis en grand respect. Puis je pense que ça l'aide énormément quand il y a un alignement des valeurs. Parce que je te dis, le 3/4 des choses qu'il dit, je suis entièrement d'accord. Fait que, puis l'autre, un quart, mais il a le droit à son opinion. Ouais, c'est ça. Il y a 3 quarts que je suis d'accord, puis l'autre un quart, je peux être gorgé. Fait que c'est vraiment... fait que c'est tout à son honneur d'avoir été un leader comme ça. Mais moi, ça m'excite vraiment. Puis je pense qu'à travers certains moments de la discussion que j'ai partagée, de travailler avec des gens qui sont créatifs, qui ont beaucoup d'idées, ça me fuel. Je ne considère pas la personne en étant très créative. Donc, quelqu'un qui est capable de mener cette parade-là. Puis moi, je vais prendre des petits morceaux, puis je vais être capable de dire, oui, on va être capable de faire quelque chose de vraiment cool. Puis ça me fait vraiment plaisir qu'il soit vraiment public parce que c'est pas la personne que j'aime être au niveau du public, mais j'aime être fière de ce que j'ai accompli. Ouais. Là, vous avez passé au travers d'un processus de vente, tout ça. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Comment on le communique à l'interne? Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on ne le dit pas? Il y en a qui l'apprennent à la dernière minute que coucou, l'entreprise est vendue puis ils sont pas au courant. Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Je pense que vous, ça a été très transparent. Très transparent. Fait que si tu avais à faire le pitch de vente de pourquoi être transparent versus tous ceux qui font ça à la dernière minute. Oui. Puis beaucoup de parallèles aussi avec mon rôle aujourd'hui. Mais, tu sais, nous, on s'est mis sur le marché à peu près 1 an et demi avant mon départ. Puis dès la première instance qu'on s'est dit qu'on allait faire ça, on l'a dit à l'équipe. Donc, voici où est-ce qu'on s'en va. On ne sait pas ça va avoir l'air de quoi. On ne sait pas si c'est nous qui allons acheter. Est-ce que nous, on va se faire acheter? Est-ce qu'on va merger? Ça ressemble à quoi exactement? Parce qu'il y avait plusieurs scénarios possibles. Plusieurs scénarios. Fait que, tu sais, quand tu te mets au marché, tu ne sais pas t'aboutis où nécessairement. Puis le deal-making, c'est jamais la première fois que ça se conclut en tout... tu sais, c'est pas un petit wrap check qu'on fait. Fait qu'à travers tous les processus qu'on a menés, puis on en a mené 3, on a été transparent de où est-ce qu'on était, comment ça se défilait, comment qu'on voyait la suite. Et l'équipe a été très, très... Il y a une partie de l'équipe qui est vraiment reconnaissante de cette transparence-là. Puis je pense que ça, c'est la plus belle force aussi de Dominique d'être transparent comme ça parce qu'on menait vraiment ce bateau-là ensemble, de s'assurer que quand on prend des décisions, les gens vont savoir pourquoi. Ils vont pas être frappés par le camion, ils vont voir le camion arriver à 100 km parce qu'on leur a dit qu'est-ce qui s'en vient. Il y a toujours de la confidentialité dans tout ça, mais le pourquoi du comment était très, très important pour nous. Mais il y a d'autres employés qui nous ont dit qu'on était trop transparents. Vraiment. Puis, tu sais, il faut aimer être dans cet environnement-là. Puis, il y a beaucoup d'entrevues que j'ai faites ou des conversations que j'ai eues avec des gens qui sont chez Connect & Go. De dire, je suis restée parce que j'ai jamais vécu ça, cette transparence-là comme ça. Puis, il n'y a rien qui est plus frustrant pour un employé de dire, bon, la direction a pris une décision, puis je la comprends pas, puis je suis frustrée, puis on nous dit d'aller dans telle direction, puis là, 3 mois plus tard, on va dans telle direction. Voyons, ils savent pas ce qu'ils font, la direction. Je veux dire, c'est sûr que tu as déjà entendu ça. Fait que si tu es capable d'au moins apporter le fil conducteur sur, bon, on était dans cette direction-là, à ce moment-là, on savait que il y avait ces paramètres-là. Aujourd'hui, il y a des nouvelles paramètres. Voici pourquoi on a changé de direction. Puis c'est la même chose pour tout ce qui est processus de M&A. Puis on dirait que c'est une discussion qu'on n'a pas, mais on travaille tous dans des entreprises
qui ont des fondateurs, des actionnaires, puis ça fait partie du cycle normal d'une entreprise, d'être acheté, d'être vendu. On bâtit de la croissance de la valeur dans l'organisation. On dirait qu'on veut pas le voir comme employé, comme gestionnaire ou comme actionnaire. On veut pas en parler parce que ça a l'air comme c'est mon entreprise, c'est mon actif. Tu sais, des fois, moi, je dis à mes gens, si j'avais un bloc appartement, ça serait normal qu'à la machine à café, je dis « Ah ouais, je regardais le prix des blocs dans le coin ou je vais faire des rénovations, je vais-tu refaire le stationnement ou les salles de bain, tu sais, parce que je pense à la valeur de mon bloc. Ouais. Mais on n'a pas ces conversations-là sur la valeur de mon entreprise ou la valeur de l'organisation. On dirait que c'est tabou. Autant des employés, c'est comme pas parler de la mort ou pas parler, c'est inévitable, ça va arriver dans l'organisation que ce soit là. Fait que je trouve ça intéressant de dire que faut en parler, puis ça reste sensible, mais effectivement, quand on est dans des organisations où c'est ouvert, je pense qu'on peut gagner. Vraiment. Puis, tu sais, je pense que pour tout, là, tu sais, mon mot que je peux étamper 14 000 fois dans ma journée, c'est la clarté. C'est juste ça qu'on veut comme être humain, tu sais. Fait que si on est dans des organisations qui nous l'offrent, on a absolument tendance à vouloir y rester. J'aime la nuance entre la clarté et la transparence. Parce que des fois, on a le challenge de « Ouais, mais transparence, il y a des choses qu'on peut pas dire, des secrets. » Mais la clarté, c'est aussi d'amener du sens. Exact. Il y a une belle nuance entre les deux dans les valeurs. Intéressant. Là, tu positionnes, tu transitionnes. Transitionne pour la suite. Transitionne. Fait qu'il y a une transaction. Tu décides de rester. Comment tu te positionnes? Parce que là, tu as un nouveau rôle. Oui, exactement. Dans une nouvelle organisation. Comment ça se brasse, ça? Fait que, tu sais, quand tu fais partie d'une équipe exécutive, puis, tu sais, nous, on est actionnaire aussi chez Connect & Go. Moi, je me suis embarquée dans cette aventure-là avec beaucoup de clarté. Tu sais, on me l'a dit, ça va être une aventure de 2 ans, puis on va voir ce qui se passe après. Finalement, ça a été 4 ans et demi, mais il y a toujours eu derrière toute pensée qu'il y avait une finalité. On va faire quelque chose de malade, puis après, on ira faire autre chose. Puis en même temps, ben, il y a une optionnalité aussi de dire, ben, peut-être que cette continuation-là fait partie de la suite avec l'organisation qui nous acquérit. Puis je voulais faire autre chose. Il y a quelque chose en moi qui me dit, j'ai tellement vécu de belles choses chez Connect & Go que de juste avoir une finalité avec une transaction puis qu'il y a une suite, j'avais une espèce de storytelling dans ma tête qui disait, ben, j'aimerais ça peut-être clôturer ce chapitre-là maintenant puis d'être vraiment, vraiment fière sur tout ce que j'ai fait. Puis d'aller faire autre chose excitant. Puis c'est quoi cette autre chose excitant-là? Fait que là, j'ai quitté Connect & Go. Et je te dirais que je savais absolument pas c'était quoi cette autre chose-là. OK. Ah, J'ai quitté dans le vide. OK. Oui. Et tu me connais pas vraiment encore, mais c'est absolument pas ma personnalité. Non? Non, vraiment pas. OK. Ça, c'est comme méga risque, alerte rouge, pas avoir d'emploi, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis c'était pas parce que, tu sais, des fois, on est écœuré, on n'est plus capable, puis on fait je prends la porte, puis je m'en vais. Là. Non, c'était vraiment... Je veux faire d'autres choses, je sais pas c'est quoi, puis je me lance dans le vide. Exact. Oh. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités, énormément de conversations. Je me suis sentie vraiment choyée à travers ce lancement-là. Et finalement, j'ai atterri chez Valsoft parce que, à travers la dernière année et demie, il y avait tellement d'activités M&A dans mon terrain de jeu que je me suis dit, ben, ce serait vraiment intéressant de poursuivre dans ce créneau-là et de regarder comment moi, je ferais une intégration RH. Regarder comment moi, je l'aurais fait d'un point de vue, mettons, si on aurait acquéri une compagnie chez Connect & Go. Parce que c'était dans les options quand vous avez, vous avez regardé, ça peut être vous qui acquiert ou faire acquérir ou faire un merge. Là, puis là, Valsoft, ça fait quoi? Valsoft, ça fait quoi? C'est une firme d'investissement qui achète des compagnies et qui les opère. C'est québécois, canadien? C'est montréalais.
Oui, Ouais, donc, OK. ça fait à peu près depuis 2015 que Valsoft existe. Donc, ils ont eu énormément de succès. Ils continuent d'avoir beaucoup de succès. Donc, une grande compagnie quand même. Donc, 5000 employés en tout là, chez OK. Valsoft. Fait que vous auriez pu acheter Connecting Go. Peut-être pas dans le secteur, mais vous achetez des business. En fait, ils ont regardé pour acheter Connect & Go, puis ça a été une discussion dans mon entrevue que ça a été très drôle. Mais oui, fait qu'eux, dans le fond, ils achètent des compagnies qui sont dans le SaaS, dans tout ce qui est secteur verticaux. Donc, comme Connect & Go est un secteur verticaux, donc un marché très niche, et les opèrent. Donc, cette dynamique-là de dire, OK, on achète des business, pas pour les revendre dans 3-4 ans, on les achète pour les garder, travailler avec eux, optimiser et de les aider à croître était un peu un monde que j'étais comme, je sais pas si je vais aimer ça, mais j'aime vraiment l'idée. J'aime vraiment l'idée. J'aime vraiment l'idée de faire partie de plein de processus d'acquisition, puis en même temps d'avoir plein de groupes clients, de compagnies qui viennent de secteurs complètement éclatés, différents. Ils ont tous des produits différents, ils ont tous des types de clients différents. Et c'est souvent des compagnies qui ont à peu près une 20 à 30 employés qui ont été en opération pendant une 20 d'années. Le fondateur n'a pas de plan de succession, donc veut avoir un investisseur stratégique qui veut les aider à continuer cette poursuite-là. Et c'est là, en fait, que le Valsoft arrive. Là, moi, je me suis dit, une compagnie de 5000 personnes, je vais haïr ça, il va y avoir du red tape, je vais vouloir mourir. Eux, comment ils opèrent à l'intérieur, c'est que tu as 7 groupes, en fait, à l'intérieur de Valsoft qui opèrent de façon quand même décentralisée. Et le groupe que je travaille pour aujourd'hui, qui s'appelle Fluent, n'avait pas de direction leadership RH. Donc, il y avait beaucoup à bâtir, en plus de travailler avec à peu près 25 business qui sont déjà en opération et opportunité de doubler le portefeuille dans la prochaine année. Fait que t'as Fluent, il y a des unités d'affaires. T'as Valsoft. T'as Fluent. Puis dans Fluent, compagnies à l'intérieur. il y a des compagnies à l'intérieur de ça. Et ils continuent d'en acheter à travers. Puis toi, t'es comme un centre de service RH pour toutes ces compagnies-là? Un partenaire RH, je te dirais. Donc, à l'intérieur. Parce qu'il y en a qui ont des RH à l'intérieur. Il n'y en a pas qui ont des RH à l'intérieur. Ah, OK. Oui. Donc, je te dirais que ça vient aussi avec la taille de l'organisation. Tu sais, je crois que chez Connect & Go, ils ont été très avant-gardistes de vouloir même embaucher une directrice à la taille qu'il était. Mais c'est plutôt rare là, que tu vas avoir quelqu'un qui va faire des RH à une compagnie de 20 personnes. Là. Puis là, maintenant, ton rôle, oui, c'est de les aider, mais est-ce que tu as une implication dans le due diligence, la validation? 100%. 100%. Donc, fait que dans les entités que vous allez donc, quand un deal arrive à, on va dire à peu près green light, là, donc on est satisfait avec le modèle financier, on s'en opérationnalise au niveau de tout ce qui est flaguer les risques, évaluer les gens qui sont à l'intérieur de l'organisation. Donc, on passe à travers des conversations d'organigrammes avec les vendeurs ou les stakeholders de la business qui sont sur le marché. Et par la suite, on travaille vraiment là, tout ce qui est jusqu'à l'intégration. Ça peut passer à travers plein de choses, là, alignement des bénéfices, contrat de travail, s'assurer qu'on fait moins de perturbations possibles à ces organisations-là parce qu'on veut continuer leur croissance, puis on veut investir en eux. Puis c'est de comprendre aussi comment, opérationnellement parlant, ils fonctionnent parce que nous, en termes de notre équipe RH, on va continuer à les supporter. OK. Puis là, sans rentrer dans les secrets des dieux, mais mettons peut-être un petit peu. Mettons, là, qu'est-ce qui est un red flag, qu'est-ce qui est un green flag quand tu regardes une business? Parce qu'on parle souvent de devenir plus stratégique, de monter comme RH plus stratégique. Mais là, si on fait rewind 2 secondes où je disais, il faut avoir des conversations, c'est normal dans le cycle de vie d'une entreprise d'être acheté et d'être vendu. Si je m'en vais m'asseoir comme RH avec mon actionnaire, mon propriétaire, mon gestionnaire, puis je dis, hey, je sais qu'un jour tu vas être à vendre, mais voici comment je peux structurer les RH, organiser ça, faire des projets qui va optimiser ta valeur quand tu vas vouloir vendre. En tout cas, comme actionnaire, mon RH m'assoit, je fais comme, allô, bonjour, reviens ici. Fait que toi qui regardes avec tes yeux d'acquéreur, qu'est-ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui est un risque? Je peux te poser ça?
Tu peux poser ça. Vas-y. Mais je te dirais que la première chose qui me vient en tête et qui est la plus critique, c'est que souvent, un fondateur va vendre pour des raisons très personnelles et souvent, 90% du temps, la personne, c'est parce qu'il veut quitter. Et donc, ton équipe, comment qu'elle va se sentir quand la personne qui a toujours été là, qui a construit l'organisation et la culture et les valeurs, comment ça va vivre si la personne qui est un peu le pilier de tout ça s'en va? Donc, une des choses que je regarde beaucoup, c'est, comment le fondateur a construit sa business pour s'assurer que la business va avoir un continuum avec ou sans lui ou elle. Fait que s'il n'a pas développé son leadership, il n'a pas développé son monde, il est impliqué dans tout, ils ne peuvent pas faire signer un chèque sans que ce soit lui qui l'autorise, etc. Ça peut être difficile. Mais même aussi, ça n'a pas besoin d'être dans le micromanagement. Ça a besoin d'être juste de dire si c'est la seule personne qui porte cette culture unifiée dans l'organisation, qui n'a pas établi ça à travers son équipe exécutive et les autres leaders à travers l'organisation, mais ça peut aussi avoir un impact. Parce que quand j'achète une business en tech, qui j'achète, c'est les gens. Donc, comment ces gens-là vont réagir ou se sentir si la personne qui a mené le bateau pendant 20 ans n'est plus? Donc, ça, c'est le numéro 1. Et souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir un solide numéro 2, par exemple, qui va pouvoir continuer à mener ce bateau-là. Et souvent, le fondateur va l'impliquer peut-être 2-3 ans avant d'aller au marché. Excité. Et ça garde une belle continuité. Fait que je veux mettre en place, je suis RH, je traduis ça, je suis RH, je veux mettre en place des programmes de leadership, développer des continuums, j'ai de la résistance de ma direction parce que c'est du mou, hein. Tu sais, des fois, c'est ce genre de choses-là. Fait que pour des propriétaires actionnaires opérants qui sont prêts, ils ont du fun à acheter une machine qui va aller dans l'usine, mais ils ont moins de fun à mettre un programme de développement et de leadership. Ça, c'en est une pogne de dire, faut qu'on développe ça, faut que ta culture percole au travers de ton organisation. Puis c'est ce genre de programme-là qui va nous permettre, puis qui va le faire, qui va avoir de la valeur pour toi quand tu vas sortir. Puis d'être capable, c'est ça, parce qu'il faut que ton organisation continue d'avoir la même culture, valeur, momentum. Puis tu peux pas être la seule personne qui mène ce bateau-là. Ça peut avoir différentes formes. Là. Ça ne veut pas juste dire que tu as ton numéro 2 qui est tout le temps là. Ça peut prendre différentes formes aussi. Puis je pense que ça vient vraiment beaucoup à des cultures de ownership, des gens qui veulent aussi grandir. Parce que souvent, ça apporte énormément de changements. Mais ça apporte beaucoup de place pour ceux souvent qui avaient peut-être moins cette place-là avant pour grandir puis prendre ces souliers-là. C'est beaucoup ça qu'on a vu aussi chez Connect & Go. Ça a créé du leadership pour d'autres. Parce que là, tu viens pour te positionner pour dire, je suis vraiment l'expert en ma matière. Et quand tu te fais acquérir, là, souvent, tu vas tomber dans une autre équipe et tu deviens l'expert de ton produit. Donc, énormément de place pour grandir. Donc ça, c'est comme le numéro 1, je te dirais. Ouais. Ensuite? Numéro 2. Numéro 2, moi, ce que je regarde vraiment, c'est au niveau de comment qu'on a géré la performance aussi au sein de l'organisation. Comment qu'on a été transparent ou pas transparent. En fait, tous ces apprentissages que j'ai mis en place aussi chez Connect & Go, c'est des moments clés. Parce que tu veux t'assurer que tu comprends bien l'écosystème avant de commencer à changer tout en même temps. Tu vas changer les choses qui ont le meilleur alignement au début et tu vas changer après les plus difficiles, souvent en dernier. C'est comme monter un escalier. Là. Tu prends une étape à la fois. Tout changer peut vraiment venir bousculer. Puis l'autre élément, c'est de s'assurer que tes gens qui sont moi je les appelle là, les dependencies, là, les personnes clés. Là. Ça, là, si eux quittent, la business arrête, sont bien, bien protégés dans l'écosystème pour s'assurer qu'il n'y a pas de red flag au niveau de perte de connaissances, au niveau de se mettre dans une position qu'on ne pourra plus continuer. Puis c'est plus difficile là, quand tu es 20 parce que souvent,
ben, c'est les 20 personnes qui sont clés. Fait que c'est de s'assurer qu'on comprend bien qu'est-ce qui va se passer. Là, c'est après l'opérationnalisation. Ce qui est fun chez Valsoft, c'est que c'est vraiment... on ne vient pas changer ton équipe. Versus une acquisition qu'on a vécue chez PIC, ben là, tu merges 2 équipes ensemble. Fait que tous les gens en support relèvent de support, tous les gens en produit relèvent de produits. Là, tous les gens qui étaient là dans cette organisation continuent, mais avec des directions qui vont évoluer. Fait que c'est là que tu dis, on est un firme d'équité, mais qui vient pour opérer versus acheter pour intégrer, pour merger, puis de faire un plus gros consortium. Exactement. Ouais. OK. Wow. Tu dois pas t'ennuyer? Non, pas beaucoup. Quoi d'autre que sur ta table à dessin? Qu'est-ce qui t'attend? Ben là, écoute, ça fait que 2-3 mois là, que j'atterris c'est là-bas. nouveau, c'est quand même nouveau. Fait qu'il y a beaucoup de choses que je veux mettre en place. En ce moment, on est en méga transformation. L'IA agentique est comme, je veux dire, c'est énorme. Donc, dans votre portefeuille de clients ou dans vos opérations? Dans Valsoft global. Partout. Donc, c'est la nouvelle direction. Il y a eu énormément de changements depuis fin janvier là, dans tout ce qui s'est passé dans cette scène là, d'intelligence artificielle. Donc, ça apporte à de la gestion de changement fois 1000 sur les gens qui n'étaient peut-être pas déjà dans ce bateau-là. Mais comment qu'on regarde vraiment à opérationnaliser, mettre l'humain et l'IA dans absolument toutes les tâches qu'on fait. Donc, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, mais c'est vraiment excitant à mes yeux, à moi. Mais en même temps, il y a beaucoup d'inconnus, mais on sait que beaucoup de compagnies dans les 3 à 4 prochaines années vont avoir énormément d'agents autonomes à l'intérieur de leur workflow qui vont les aider à aller plus rapidement. Et ce que je trouve intéressant chez Valsoft, c'est qu'on est vraiment au début et un petit peu obsédé par ces changements-là. Donc, ça va aider à ces petites organisations-là de 10 à 20 personnes d'être ultra performantes. Et on va voir de plus en plus des compagnies à de plus petite taille générer plus de revenus. Donc, on est vraiment dans comment qu'on accompagne, comment qu'on fait des playbooks, comment qu'on s'assure que les gens ont les licences nécessaires pour aller explorer, pour optimiser là, tous les éléments qu'on veut optimiser. On commence beaucoup au niveau de l'ingénierie, en vente, au niveau du support, parce que c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup de tâches répétables qu'on peut optimiser. Puis, on passe pas juste un changement technologique, c'est un gros changement individuel, personnel. Comment c'est la contribution, mon rôle. Exactement. Ça frappe beaucoup. Les choses, tu sais, puis si c'était pas une obsession sur les métriques avant, ça devient fois 1000 aujourd'hui, là, parce que tout va être capable d'être calculé sur c'est quoi les outputs, les résultats qu'on est capable de générer avec la valeur humaine en utilisant une technologie qui devient extrêmement puissante. Wow. OK, fait que je peux te réinviter dans une couple. Ben oui, tu peux. On va automatiser mes affaires. C'est la partie 2 de tout ça. Vraiment, vraiment intéressant. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer puis l'utiliser vous aussi avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Écoute, je vous fais atterrir avant que je reparte sur 72 autres questions. Je te fais piger une petite carte. D'accord. Oh mon Dieu, celle-là est tellement facile pour moi. Ah oui? Ben, vas-y. Vie personnelle. Si tu devais t'expatrier, dans quel pays t'installerais-tu? Moi, je suis allée au Japon en 2023 et je suis revenue complètement obsédée. Je suis retournée l'année d'après. OK. Et mon copain étant dans le jeu vidéo, je suis harcelante au point de dire « Va te trouver une job chez PlayStation ou Nintendo au Japon parce qu'il faut y aller. » OK. Qu'est-ce que tu as aimé? Fait qu'il y a... tu sais, les cultures individualistes et collectives sont très différentes. Je crois qu'il y a un énorme respect inculqué à un très jeune âge au Japon qui fait en sorte que la société en soi est juste vraiment fabuleusement construite. OK.
la gestion des règles, le respect pour les autres, l'optimisation de la technologie est juste débile. Puis tu vois, je suis une grande foodie aussi, donc la nourriture, il y a juste un immense respect pour absolument tout, que ça passe par la qualité des ingrédients, la qualité de l'exécution dans le travail, dans la manière qu'ils vont construire leurs immeubles. Cette ultra-efficacité m'interpelle énormément. En plus de, tu sais, à Tokyo, il y a 1 million de personnes. C'est fou. Et je me suis jamais sentie comme quelqu'un était dans ma bulle, malgré le fait que tu es énormément. Il y a énormément de stimuli partout. Et je suis un peu A-type personality. Fait que, tu sais, suivre les règles, marcher dans la même direction. J'aime vraiment ça. Ça te plaît? Ça titille la bonne corde chez vous. Exactement. Fait que, écoute... Bon, merveilleux. Bon, là, il sait quoi faire, toi. Exact, il sait. Et il sait, je l'ai dit. Merci infiniment, Ariane. J'ai apprécié beaucoup notre conversation. Moi aussi, merci encore pour l'invitation. C'était génial. Ça fait plaisir. À bientôt. Bye bye.